Et donc j'appelle Karim Assenoun pour les attentes actuelles en termes d'attractivité et d'augmentation qualitative de la recherche. Donc Karim, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le pointeur marche comme ça. Pendant que j'apprivoise le pointeur, si tant est que j'y arrive. Ah, ça a été trop vite. C'est bon. Donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, juste une petite réflexion qui m'est venue en écoutant les différents orateurs qui m'ont précédé. On le savait déjà, on a insisté sur le fait que la recherche est quelque chose de très important dans nos institutions, qu'il faut globalement la rendre plus attractive, c'est une évidence, qu'il faut également la sanctuariser. On est tous d'accord sur ce point, même si les moyens d'y arriver sont pas si simples qu'il n'y paraît de prime abord. Et la dernière chose qui m'est venue, c'est qu'on est globalement tous, enfin je parlais des orateurs précédents et je suis d'accord avec eux, d'accord sur l'ensemble des constats. Et finalement, quand on regarde ce qui est la recherche actuellement en France, on se rend compte qu'il y a les ONR, qu'il y a les universités, qu'il y a les CHU, et que finalement, peut-être, et moi je m'en suis rendu compte à la position que j'occupe, peut-être que la connaissance en termes d'institutions des uns et des autres n'est pas suffisamment aboutie, ce qui probablement explique dans une certaine mesure les difficultés qu'on a pu rencontrer par le passé et qui, je l'espère, et j'en suis persuadé, vont être maintenant derrière nous. Alors je vais vous parler de possibilités de faire évoluer le modèle pour effectivement d'abord une meilleure utilisation de celui-ci probablement, et puis surtout deuxièmement pour effectivement susciter une appétence plus importante pour nos jeunes collègues, et puis restaurer également, on parlait tout à l'heure de management évidemment, c'est important également pour l'intégralité de nos collègues. Alors, ce qui est important, c'est de savoir de quoi on parle, et j'ai mis un petit peu de temps pour vous dire le vrai. Et cette première diapo, je trouve, résume énormément de choses. Si on regarde le financement de la recherche en France actuellement, de la recherche en santé, il faut bien voir qu'il y a deux grands budgets. Le premier, c'est le budget de l'État. Le budget de l'État rend compte du financement via la MIRES, la mission interministérielle recherche de l'enseignement supérieur, avec 1 milliard, c'est par an. Le MESRI, l'INSERM à peu près 1 milliard d'euros. L'AIS, 1 milliard d'euros également. Je parle de recherche sur les 7,5 milliards attribués à la recherche, mais c'est sur 10 ans. Je pense que les ordres d'idées sont importants à comprendre. Et si on regarde de l'autre côté, on sait, il y a le budget de la sécurité sociale, qui est, vous l'avez noté, plus important, quasiment 2 fois plus important que le budget de l'État, et donc la fameuse enveloppe mairie, dont je vais vous reparler, comment l'utiliser peut-être de manière différente. C'est 2,6 milliards d'euros. C'est tout à fait colossal. Ça, c'est les chiffres 2022, à peu près 1,9 milliard pour ce qui est du socle. Et le reste, je ne suis pas très bon en calcul, pour la part variable. Alors, c'est important. Pourquoi ? C'est important parce que les ONR et les universités, vous voyez, c'est plutôt la partie... Alors, attendez, pour vous, ça va être gauche, en vert. Ça rend compte à peu près de 70% des budgets recherche. Et pour les CHU, vous voyez que c'est par le biais de l'enveloppe mairie, mais on parle de sommes colossales. Et quand on dit que les établissements de santé, finalement, il y a eu des interrogations sur le fait qu'ils ne soient que des partenaires du soin, on se rend bien compte que non, il y a des sommes qui sont colossales. Il y a les patients, il y a tout ce qu'on sait, et donc il va falloir se dire exactement comment on fonctionne avec ces deux entités. Je rajoute juste un point qui me semble absolument important. Dès lors qu'on a dit ça, on a dit que d'un côté, on a des fonctionnaires d'État, de l'autre côté, on a des et de l'autre côté, on a des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Ce qui renvoie à des statuts, ce qui renvoie à des systèmes de logiciels. Et déjà, quand on s'est dit ça, on se dit oui, effectivement, ça peut être plus compliqué qu'il n'y paraît, au-delà des débats qu'on peut avoir et des égos de nos institutions qui parfois peuvent parasiter le débat. Alors, voilà une présentation qui a été faite par la Direction générale de la recherche et de l'innovation, qui nous représente à peu près le panel. Je ne vais pas vous la détailler, j'en suis de toute façon bien incapable, je ne connais pas toutes les interactions. Ce que j'en sais, c'est que les CHU n'y figurent pas du tout. Ça montre quoi ? Ça montre simplement que le type de recherche, le type de financement qui est pratiqué dans les CHU n'est probablement pas suffisamment connu. Le raisonnement, il s'arrête là, il n'y a pas d'autre raisonnement à faire.
tous les participants, quels que soient les ministères, quels que soient finalement les tutelles ou même les différentes conférences, on est tous d'accord pour se dire qu'on poursuit tous le même but, c'est-à-dire augmenter l'excellence de la recherche en France d'une part, que tout le monde puisse y avoir accès, augmenter l'attractivité, et par ce biais-là, probablement qu'on pourra peut-être un jour augmenter la part du PIB que la France consacre à la recherche biomédicale. Recommandations européennes, alors sur la recherche globale, c'est 3% au plus, on est à 2,2, 2,3 de ce que j'en sais, et donc c'est insuffisant, mais pour que ce soit suffisant, encore une fois, il va falloir éclaircir, je pense, ces petites choses. Alors, le raisonnement, c'est finalement, non, on va se poser les vraies questions. Est-ce que la recherche d'aujourd'hui, c'est la variable d'ajustement du soin, sachant que les crédits dans nos hôpitaux ne sont pas fléchés sur des dépenses spécifiques? C'est une vraie question. Donc, je vous propose de commencer à y réfléchir. Ce n'est pas le bon. Et donc, il y a deux mots-clés qui sont, 1, transparence, et puis 2, faire un benchmark national, finalement, de nos pratiques, alors essentiellement à ce stade dans les différents CHU. Et pour ça, je vais prendre, donc on va attaquer tout de suite l'utilisation de l'enveloppe mairie, essentiellement par le socle, c'est-à-dire le 1,9 milliard dont je vous ai parlé. Je vais prendre un exemple de CHU, ça a déjà été fait. Il faut savoir, d'abord, première chose importante, qu'aujourd'hui, une quote-part de la mairie socle, hors activité d'enseignement, évidemment, est redistribuée directement en action de recherche. Je vous l'ai dit, le benchmark national est en cours, mais on a déjà des éléments que je peux partager avec vous, et l'idée à la fin, justement, ce sera peut-être de proposer de nouveaux modèles. Le mot est un petit peu ambitieux, je le concède, mais au moins, à partir de ce constat qui est fait, comment peut-on affiner, faire mieux par rapport à justement cette utilisation. Il faut savoir que la majorité des CHU reversent entre 8 et 15% de l'enveloppe socle mairie directement en action de recherche, au-delà du modèle compensatoire dont on nous parle, je pourrais vous en dire un mot, et qui existe. Exemple, je vais aller très vite sur cette diapo, c'est juste pour vous dire que si on regarde pour un établissement de taille raisonnable, vous voyez que l'enveloppe, si on regarde, ça je crois que c'est le pointeur, voilà. Donc on va regarder essentiellement ce que je vous ai dit, la dotation socle, qui est ici, le total c'est en rajoutant le reste des sommes. La dotation socle, vous avez la définition ici, c'est effectivement la fameuse compensation d'une activité de soins non réalisée, en précisant que derrière il y a des indicateurs qui sont des indicateurs objectifs, qu'on peut discuter. Alain nous a fait une très belle exégèse du SIGAP et du SIGREC, sa bonne utilisation et son mésusage, c'est quand même sur du factuel. On peut le rediscuter, ça ne pose aucun problème, mais vous voyez que les sommes sont importantes. Si on prend cet exemple-là, sur le total de la dotation socle, dans l'établissement dont je parle, 12% de la dotation est reversée en actions concrètes de recherche. Concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça veut dire, et vous avez les sommes qui sont figurées à droite. Donc vous voyez, c'est des appels d'offres internes, du temps médical de recherche, des bourses M2, c'est du soutien à l'investigation, c'est du soutien aux UMR et c'est bien normal. Alors ça, c'est variable bien entendu au niveau en fonction des sites, mais enfin, c'est pas neutre. Dans l'exemple que je donne, c'est 25 ETP, c'est 3000 m² également, c'est professionnaliser les structures avec la clinique des données, les unités de biothérapie, les CRB, enfin les ARB, encore une fois les UMR, etc., etc., etc. Pour un total entre 4 et 6 millions d'euros. Donc, ça c'est factuel, et effectivement, le benchmark, on l'a quasiment achevé, mais dans tous les CHU, avec des modèles qui sont différents. Monsieur Revel en avait parlé, et je pense que ça c'est important. Modèle différent, ça ne veut pas dire que chaque CHU, à mon sens, doivent avoir une stratégie qui soit différente, mais en fonction effectivement de certaines données macroéconomiques assez simples, on peut probablement retirer de ça 2-3 modèles médico-économiques qui seraient applicables à l'ensemble de nos établissements et qui permettraient d'une part d'avoir une vraie transparence et un vrai niveau de collaboration avec nos partenaires, et deuxièmement de dire à nos collègues, moi je l'ai appris très honnêtement, en fouillant un petit peu ce qui est fait, je ne savais pas avant, je savais qu'on reversait mais sans trop savoir, ce qui véhicule un imaginaire parfois un peu toxique. Voilà, il y a des choses qui sont faites. Avançons. Alors, une fois que je vous ai dit ça, donc premier élément, une quote-part non négligeable de l'enveloppe mairie des établissements qui est assez colossale en termes numéraires, j'ai envie de vous dire.
et reversé à des pistes. Et globalement, de ce qu'on a vu des différents CHU, c'est à peu près toujours la même chose, les appels d'offres internes, le soutien aux jeunes, le soutien aux UMR de manière différentielle en fonction des sites, etc., etc. Tout ça, c'est fait. Maintenant, quelles sont les pistes pour avancer, pour aller un peu plus loin, en termes, cette fois-ci, de structuration globale? Moi, à mon sens, les pistes pour l'avenir, un avenir proche et réalisable, c'est la décentralisation et l'intéressement direct. Quand on parle d'attractivité, je pense que c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est que la décentralisation? Deuxième exemple, autre CHU. Dans ce CHU, 50% de l'intéressement de l'enveloppe, c'est-à-dire du pourcentage de l'enveloppe mairie socle qui est consacré à des actions directes de recherche, ça a été dédié à mettre du personnel de recherche, excusez-moi, directement auprès des unités. Par rapport à ce que disait M. Revel, dans ce CHU, il y avait un besoin terrain de plus de personnel de recherche. Ça n'est pas vrai dans le CHU. Il y a d'autres CHU pour lesquels le nombre de personnel recherche directement dans les unités est déjà important. Et donc là, c'est un deuxième modèle. Il faut se poser la question de leur fiche de mission. Vous voyez, c'est pour ça qu'on peut avoir une dichotomie en termes de modèle. Mais globalement, la philosophie reste la même. 50% de leur enveloppe recherche est du personnel sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ce soit faisable? Je vais aller très vite sur cette diapo. Le message, c'est qu'ils ont d'abord, évidemment, recensé les 156 thématiques, ça c'est scientifique, c'est eux qui l'ont déterminé, j'en redirai un mot après, de l'établissement. Ils ont regardé leurs forces, c'est-à-dire, donc ça ce sont les étoiles en termes de niveau de publication, et les petits cercles rouges, Alain en parlait tout à l'heure, ce sont les publications de plus grande ampleur, c'est-à-dire les grandes revues généralistes, c'est les A+, pour les SIGAPS. Ils ont fait tourner la moulinette et ils se sont dit, pour que ce soit gérable à l'échelle de l'établissement et de ma DRC, il va falloir que je fasse quoi? Que je les regroupe. Le regroupement s'est fait comment? Et c'est là que je trouve ça intéressant. Donc on aboutit à la fin à 46 groupes d'unités d'investigation clinique. Pourquoi c'est important? Pour deux raisons. La première d'entre elles, je vous l'ai dit, c'est pour que ce soit gérable. Parce que si ça se fait au prix, ce que je viens de vous expliquer, du recrutement de personnel pour faire de la gestion, on n'aura pas forcément gagné en termes d'action de recherche. C'est important pour cette raison-là, et c'est important pour une autre raison qui sont tout aussi fondamentales, c'est qu'on contractualise. Et je pense que c'est le maître mot. Je ne parle pas ici, ça n'est pas mon propos de contractualisation individuelle, je parle de contractualisation d'équipe. Et donc dans ce groupe, par exemple, du IC, quand on dit qu'on n'a pas le droit d'être déficitaire, c'est-à-dire qu'on dit juste ce qu'on va faire au prorata de ce qu'on vous a donné de votre production, et comme vous êtes dans un groupe, si un technicien à un instant T dans l'UIC donné n'a pas de raison de rester plus longtemps pour les raisons de ce qu'on s'est dit entre la direction et les docteurs, il peut switcher sur une autre UIC de son groupement. Bref, vous voyez, il y a des moyens, dès lors qu'on s'est dit, en s'asseyant autour de la table, on va contractualiser, il y a des moyens d'aboutir. Et l'exemple que je vous donne comme l'exemple précédent, c'est de la co-construction, vous vous en doutez bien. Ce n'est pas de la construction qui s'est faite, pardonnez-moi l'expression, à coup de casque entre les directions et nous, ça n'est pas le but. Finalement, qu'est-ce que je trouve inédit et intéressant dans ce modèle? D'abord, ils ont regardé, est-ce que ça avait un impact significatif, cette modélisation? Alors, ça a commencé il n'y a pas très longtemps, je vous le dis. Excuse-moi, si tu peux... Accélérer. Oui, même terminer, parce que je pense qu'on... Ah, c'est dommage, c'est dommage, mais c'est pas grave, je comprends les contraintes. Vas-y. Ça ne touche pas l'équilibre budgétaire des établissements, ni même l'activité de soins. Dans ce CHU, ils redistribuent 33%, ce qui est absolument colossal, de l'enveloppe. Dernier point, l'intéressement direct, c'est le plus important. Vous pouvez faire un indicateur avec les meilleures publications, votre compte UIC, et c'est comme l'impôt sur le revenu, ça parlera à tout le monde. On redistribue directement aux services qui ont produit à l'année N-1. Donc c'est vraiment Quel est l'intérêt de faire comme l'impôt sur le revenu? C'est-à-dire que les gens qui produisent beaucoup et ceux qui sont de très gros publiants et ceux qui sont de moins gros publiants sont servis à la fin. Le plus important, c'est ça, est-ce que c'est faisable ou pas? Oui, dans l'exemple que je donne, on a redistribué 530 000 kg pour un budget de plus de 680 millions d'euros. Ça veut dire qu'on verse 0,08%. Donc oui, c'est réalisable. Et on fait nos indicateurs, c'est réalisable un peu partout. Et puis, ça permet d'avoir plus de qualitatif. Je vais aller vite. Et sur la fin, à ce moment-là, on peut le lire. Et puis, on ne va pas pouvoir le lire.
j'en aboutissais sur ce que je suggère. Soit on renverse la table, j'y suis pas favorable, avec deux financements, parce qu'on n'est pas capable de le faire actuellement, deux financements distincts. Alors, je suis bête, de financement distinct qui serait salaire et retour direct aux chercheurs, avec des nouvelles modalités d'évaluation de la recherche qui soient non compensatoires. Ça me va bien, mais il va falloir les définir. Et Alain nous a dit l'importance dans notre modèle médico-éco actuellement des SIGAPS et des SIGREC. Donc renverser la table pour ne pas proposer quelque chose dont les acteurs se sont déjà appropriés. Ça va être difficile, mais je n'y suis pas opposé. Et le dernier point qui me semble important, c'est que si on arrive à décentraliser, comme j'en ai parlé, un maximum, ça permettra de recentrer, et je pense que c'est le sens de l'histoire, nos DRC vers ce qui est le cœur de métier, les services juridiques, on a parlé de données, on a parlé d'IA, c'est quelque chose d'extrêmement important, les services juridiques. Deuxièmement, la valorisation, l'innovation, et puis, moyennant un contrôle budgétaire qui se fait, s'il a été contractualisé avec les équipes, je le pense, de manière apaisée. Je vous remercie pour votre attention. Et désolé pour le retard. Merci beaucoup, Karim. Donc j'appelle sans tarder François Crémieux, qui doit nous parler de l'attente des enseignants-chercheurs. Donc ceux qui font de la course à pied savent que c'est en général pas dans le dernier kilomètre qu'on rattrape le temps des 39 premiers. Donc je vais essayer de faire vite, mais je pense quand même que j'aurai du mal à rattraper le temps de mes prédécesseurs. Je vais faire vite en esquivant dans mon propos une partie de la réponse à la question qui tourne autour de la question des statuts et de l'attractivité, parce qu'il y a une deuxième séquence cet après-midi au cours de laquelle on évoquera ces sujets-là. Mais je préviens d'avance, je suis également le dernier orateur de la séquence de cet après-midi. Il ne faudrait donc pas me faire le coup deux fois. En revanche, sur les questions financières, je vais être très rapide et j'ai eu la chance d'avoir le topo de Karim deux fois par visio avant aujourd'hui, et j'avais eu cette réaction suivante. Si la question c'est mieux dépenser l'argent des mairies et faire en sorte qu'on dépense en interne dans nos établissements mieux l'argent que nous le faisons aujourd'hui, il y a probablement, et plusieurs orateurs ce matin l'ont dit, toute une série de mécaniques et de techniques à mettre en place, que ce soit de l'intéressement, que ceux qui sont intéressés par la recherche aient plus de moyens pour le faire, ça peut être de la valorisation, plus la recherche est productive, plus on publie dans des rangs A, et plus on a les moyens de le faire. Il y a effectivement toute une série de sujets qui nécessitent qu'il y ait plus de transparence dans la manière dont les mairies, en l'occurrence, sont dépensées. Mais si la question depuis ce matin, c'est comment est-ce qu'on injecte plus d'argent dans la recherche, et notamment dans la recherche clinique, j'aurais souhaité venir ici avec un jeu de rôle, mais vu le nombre qu'on est dans la salle, aurait été un peu compliqué, et j'aurais voulu, mais avec un peu d'imagination, on va y aller, positionner 4 cercles, 4 cerceaux sur cette estrade et être venu avec 1,750 millions d'euros en billets probablement de Monopoly. Et puis j'aurais réparti ces billets dans les 4 cerceaux, j'aurais mis 1 milliard dans le premier cerceau et je vous aurais dit ça c'est la masse salariale de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Dans le deuxième cerceau, j'aurais mis 450 millions et je vous aurais dit ça ce sont les dépenses dites de titre 2, c'est l'ensemble des dépenses à caractère médical, à l'hôpital, à la PHM. Et puis dans le troisième cerceau, j'aurais mis 150 millions d'euros. Et dans le dernier, j'en aurais mis à peu près 150 et je vous aurais dit ce dernier cerceau, ce sont les dépenses d'amortissement, remboursement de la dette et frais financiers. Et puis on aurait fait le jeu de rôle suivant qui aurait consisté à vous proposer de vous lever et de déplacer les liasses de billets et de vous dire dans quel cerceau y a-t-il trop d'argent ou pas assez. Est-ce qu'on reprend un peu de l'argent de la masse salariale du premier cerceau pour le mettre dans le deuxième, par exemple parce que vous considéreriez qu'à l'assistance publique à Marseille on dépense pas assez, soit sur les prothèses ou sur les dispositifs médicaux ou sur les thérapies innovantes ou sur les CAR-T ou je ne sais. Et puis vous auriez éventuellement pris un peu d'argent du deuxième cerceau en considérant qu'au contraire on y dépense un peu trop et qu'il faut urgemment remettre de l'argent pour mieux payer les techs, les arcs, les jeunes et leur redonner du temps. L'exercice, vous l'avez compris, aurait eu pour objectif de rappeler qu'on peut déplacer la liasse de 1,750 millions d'euros de la PHM autant qu'on veut entre les 4 cerceaux. On a 2 problèmes à l'arrivée. 1, c'est un jeu à somme nulle. 2, il manque un 5e cerceau. Les 100 millions d'euros de déficit de l'assistance publique. Alors je vous le dis là, 100 millions d'euros, c'est un ordre de grandeur plutôt optimiste par rapport à l'année 2023, mais c'est un ordre de grandeur qui n'est pas complètement fou. Et ce 100 millions d'euros, j'aurais pu refaire 3 cerceaux, 4 cerceaux. Dans le premier cerceau, je vous aurais dit ça, c'est 25 millions d'euros de dette, c'est l'inflation. Dans le deuxième cerceau, je vous aurais dit ça, c'est 25 millions de dettes supplémentaires, c'est le sous-financement du Ségur. Dans le troisième cerceau, je vous aurais dit 25 millions de dettes encore, et ça, c'est un peu la dette structurelle historique de l'assistance publique à Marseille. Et puis dans le dernier cerceau, j'aurais rajouté 25 millions d'euros en petite coupure du Monopoly, et en vous disant ça, c'est les 25 millions d'euros de dettes qui sont liés en gros à l'après-Covid et à notre difficulté à se réajuster aussi vite qu'on aurait dû l'être. Puis deuxième jeu de rôle, je vous aurais demandé de vous lever et de venir répartir cette dette en considérant
disant que l'inflation, je l'exagère un peu ou pas assez, qu'on aurait dû remettre un peu sur le Ségur ou autrement. Bref, j'aurais essayé de vous faire la démonstration avec ce deuxième jeu de rôle qu'on peut tergiverser autant qu'on veut autour, pour ce qui me concerne, du budget de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, mais on a quand même deux contraintes un peu fortes. La première, on a 1,750 million d'euros, 1,750 milliard d'euros à répartir en 2023, et on aura à peu près la même chose en 2024. Deux, à la fin de l'année, on a à peu près 100 millions d'euros de dettes. Vous dire ça, c'est pas dire qu'il n'y a pas d'avenir et pas de futur. C'est dire que si on discute des mairies pour essayer de rajouter des moyens à la recherche clinique, alors on peut continuer comme je le fais depuis 1998 ou 99, quand je suis sorti de l'école, et que j'ai organisé ou participé à peu près 4 réunions par an pendant 25 ans sur la répartition des mairies. D'une part, c'est un débat qui m'a parfois amené à me frotter un peu avec certains d'entre vous, parce qu'à la fin de la réunion, on considérait qu'on ne mettait pas assez d'argent au bon endroit. Et d'autre part, au bout de 20 ans, c'est probablement les réunions les plus inefficaces que j'ai eues de toute ma carrière, puisque 20 ans plus tard, je n'ai probablement pas contribué à changer quoi que ce soit dans la répartition de l'argent qu'on mettait dans les cerceaux en question. Et donc, par optimisme, et pour terminer et essayer de rattraper un peu le temps perdu, à quoi est-ce que je consacre le plus clair de mon temps à la date d'aujourd'hui ? C'est pas tant à la répartition de l'argent entre les différents cerceaux. On essaie de le faire avec le président de la CME, avec le doyen, pour faire en sorte non pas d'avoir plus d'argent à la fin de la journée, mais pour s'assurer que l'argent soit bien dépensé. Mais on est à peu près tous convaincus qu'il faudrait mettre un peu plus sur la masse salariale, avoir un peu plus d'infirmières, rémunérer un peu mieux les quartiers et avoir un peu plus d'argent sur les enjeux hôteliers. En revanche, j'essaie de passer le plus clair de mon temps en lien avec la fac, l'université et quelques autres financeurs, non pas à mieux répartir l'argent que nous avons aujourd'hui pour la recherche, mais aller en chercher plus. Et je pense qu'on a là un enjeu politique majeur au détour de ces assises, qui est compte tenu des débats qui sont en train de se caler au niveau national sur notamment le rôle de l'INSERM, pour ne citer qu'elle, mais pas que. On a un enjeu sur la manière dont on décline ce débat-là au niveau de nos sites, non pas simplement pour ne pas s'engueuler et pour avoir une vie tranquille sur les questions de recherche et notamment de recherche clinique, mais surtout pour faire en sorte que les débats nationaux actuels nous permettent dans les mois et les années qui viennent, non pas de mieux répartir l'argent qu'on a mis dans les cerceaux, mais d'aller chercher de l'argent supplémentaire au niveau national avec France 2030 et au niveau européen avec le reste de ce que l'on peut faire. Et je pense que dans ce domaine-là, l'argent que l'on peut aller chercher n'a rien à voir avec les quelques liasses de billets de Monopoly que je vous ai placés dans les cerceaux. Ce sont des ordres de grandeur bien plus conséquents, mais notre difficulté, c'est que pour l'instant, ce sont des ordres de grandeur qui échappent grandement à notre quotidien aux uns et aux autres, et notamment à la recherche clinique, parce que les ordres de grandeur de ces montants-là vont principalement sur des équipements, et on en a besoin, sur des machines, notamment dans les UMR, et on en a besoin, sur des salaires parfois de chercheurs dans les UMR, on en a besoin aussi, vont sur des frais de gestion divers et variés, mais pour l'instant, financent pratiquement pas de tech, pas d'ARC, pas de temps de chef de clinique à qui on donnerait du temps pour préparer sa thèse de sciences, pas de temps pour un universitaire entre 30 et 45 ans pour préparer son HDR. Et donc je pense que nous avons collectivement, les conférences réunies ici, un combat à mener pour que l'argent que nous irons chercher demain au travers de nos politiques de site serve la recherche clinique de nos CHU. Merci beaucoup, j'espère en tout cas ne pas avoir fait prendre plus de retard à notre matinée. Merci. Merci beaucoup. On a le temps, on va prendre le temps pour 2-3 questions. Est-ce que je peux juste faire un commentaire sur ce que disait François ? Ça m'a rappelé ce que tu disais, un peu le bonneto, c'est-à-dire avec la bille entre les trois trucs là, puis effectivement, elle n'est jamais au bon endroit, mais moi, mon interrogation, si on veut effectivement qu'au niveau politique, on puisse, sur les grands ensembles qui ont été décrits, pouvoir un tout petit peu modifier le système, il faut que la salle qui est ici reste aux 3/4 plein et soit plus aux 3/4 vide. Et moi, mon sujet, c'était juste de dire qu'il y a des petits moyens qui sont possibles, indépendamment des grands ensembles effectivement financiers. Ça n'est pas effectivement mon cœur de métier, ça ne le sera pas. Néanmoins, j'ai essayé un tout petit peu de m'y acculturer et je me suis rendu compte que le modèle d'intéressement que j'ai présenté, qui est un retour direct, j'ai produit, voilà, là on est dans un modèle, j'ai produit 1 million d'euros de recherche, peu importe les indicateurs, c'est même pas le sujet, j'en ai produit 1 million d'euros. Est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez me redonner 50 000 euros parce que la recherche ne se finance pas que par des appels d'offres? Je pense que c'est un geste d'attractivité qui est absolument majeur. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'à l'échelle d'un établissement, alors il faut voir sur les autres, qui fait 600 millions d'euros à peu près de budget, ça représente 0,08% de son budget. Si on arrive assez simplement à faire ça, déjà on va un tout petit peu, non pas réenchanter Billancourt, mais donner, je pense, un petit peu d'espoir et d'attractivité. Et puis après, je suis d'accord qu'au niveau politique, de manière plus macro, tout reste à construire, mais je pense vraiment que c'est extrêmement important
pour nos personnels HU et pour les futurs HU qui nous rejoindront. Voilà, c'était juste le commentaire que je voulais faire. Et on est d'accord, effectivement. Alors là, je ne vous ai pas fait le coup du bonneteau, je trouvais que c'était indélicat, donc j'ai plutôt pris l'image des cerceaux. On va le faire, et notamment, il y a, au travers de la préparation de cette assise entre les conférences, l'idée, effectivement, et Nicolas Revel l'a dit tout à l'heure, qu'on utilise notamment l'augmentation de la mairie SOC pour faire en sorte que sur cette base d'augmentation qui va être, comme le ministre l'a dit, d'environ 50 millions d'euros, on prenne le prétexte de cette augmentation pour organiser cet intéressement, et donc on va essayer de le mettre en place de manière la plus homogène possible voilà, sur l'ensemble des CHU. Mais la raison pour laquelle le sujet de la juste ou de l'injuste répartition des moyens de la mairie, pourquoi est-ce que c'est aussi important que ça? C'est parce qu'au sein de cette salle, l'idée que la mairie soit mal répartie et que finalement le soin finance la recherche, qu'on aurait capté une partie, quand je dis on, c'est souvent nous qui l'incarnons, les directeurs d'hôpitaux, on aurait capté une partie de la mairie et on l'aurait détournée de son objet original. On n'a rien capté du tout, on n'a rien détourné du tout. En 2000, quand la T2A est mise en place, les CHU ne peuvent pas être financés par la seule T2A, contrairement à beaucoup d'hôpitaux généraux et contrairement au secteur privé. À ce moment-là, on crée une enveloppe et on va lui donner un nom sympa. Mairie, mission d'enseignement, de recours, de recherche et d'innovation. Et dans cette enveloppe au départ, on va faire un fourre-tout de tout ce qui fait la compensation entre la T2A qui finance l'hôpital de base et les mairies qui viennent financer l'hôpital universitaire. C'est pour ça que depuis 20 ans, je me tape 4 réunions par an, et vous les avez toutes faites, ces 4 réunions par an, pour se dire finalement la mairie, c'est une captation de moyens qui était dédiée à la recherche. C'est une captation de rien du tout. C'est une captation d'un complément de financement parce que la T2A n'était pas adaptée. Ça ne solde pas le sujet de ce qu'il y a dans la dépense derrière la mairie. Mais sauf à ce que vous pensiez que dans certains de vos services ou dans certains de vos hôpitaux, il y ait quelque part des services de soins qui ne servent à rien, qui sont surdotés, dans lesquels il y a trop de docteurs et trop d'infirmières. Et à ce moment-là, effectivement, on capte de la mairie pour financer du soin inutile. Je ne crois pas qu'on ait ce sentiment-là. Donc au sein de cette salle, la question, c'est la répartition. Pourquoi c'est un sujet politique important? Parce qu'à laisser penser à l'extérieur de cette salle que le sujet est la captation de moyens dédiés à la recherche qui serait partie aux soins, alors on laisse à penser que le sujet est à régler dans cette salle et que si on veut améliorer la recherche clinique dans nos hôpitaux, il suffit qu'on arrête de capter cet argent pour en faire autre chose et qu'on le remette à la recherche. Or, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que globalement, le modèle économique de nos CHU est aujourd'hui en difficulté, voire en danger, que probablement nous sommes financés sur le soin et sur la recherche, que probablement nous sommes également financés sur l'enseignement, vu le temps que sont en train de solliciter nos facultés, de temps à la fois, de chefs, de seniors, etc. Et donc laisser penser à l'extérieur que le sujet est entre nous, dans la bonne répartition entre les missions de soins, d'enseignement et de recherche, c'est laisser penser à l'extérieur que le problème n'est pas le leur. Or, je pense qu'il l'est. Merci François, et je pense qu'on a bien reçu ton message et bien compris effectivement que le problème n'était pas dans la répartition du budget de l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui. Tu évoques la nécessité d'aller chercher de l'argent ailleurs, et on en est tous conscients, et il y a beaucoup d'argent ailleurs. Si on regarde le plan France 2030, c'est beaucoup d'argent. Il faut voir que là on est en compétition avec des acteurs privés qui savent très bien le faire, et donc on est souvent moins bon que dans la capacité à aller chercher cet argent-là. Et après, je pense quand même, puisque là il s'agit du financement de la recherche biomédicale, il y a, à mon avis, aussi une nécessité de soutenir la recherche académique publique. Et donc c'est probablement pas, compte tenu de la situation financière des hôpitaux aujourd'hui, effectivement, on comprend très bien ton message, c'est pas dans ce budget-là qu'il faut aller chercher, mais il faut probablement un budget dédié à la recherche académique, publique aussi. C'est-à-dire que France 2030 nous met en compétition les acteurs publics de la recherche avec les acteurs privés, et une compétition dans laquelle on n'est souvent pas les meilleurs. Oui, mais si on peut sortir de ces assises en se disant que le débat sur la répartition des mairies est un débat au sein de nos institutions, mais pas un débat politique à porter à l'extérieur, je trouve qu'on aura franchi un pas, et en tout cas moi ça m'économisera mes réunions tous les ans dans les années qui viennent. Ma deuxième remarque, c'est oui, tu as évidemment raison. Je suis passé de Paris à Marseille, comme ça n'a pas échappé à certains d'entre vous, et arrivant à Marseille, j'ai découvert un écosystème très différent de l'écosystème parisien, et notamment, pas tellement de l'assistance publique elle-même, mais d'une assistance publique rattachée à une seule faculté de médecine,
elle-même au sein d'une université unique fusionnée il y a quelques années par Yvon Berland, et une université qui est une université puissante, je le dis pour eux, mais je le pense vraiment très sincèrement, et notamment avec une initiative d'excellence qui est Amidex, dans laquelle il y a énormément d'argent, et avec laquelle, initiative d'excellence, on arrive à aller chercher de l'argent complémentaire, et le biocluster marseillais a obtenu il y a quelques mois de ça, 100 millions d'euros d'argent public sur un projet de 700 millions d'euros, avec l'ambition d'aller en chercher encore beaucoup dans le secteur privé, et le résultat de cet écosystème-là. Donc, première version très optimiste et très positive, une stratégie de site comme celle à laquelle je contribue modestement maintenant peut être très efficace pour aller chercher de l'argent. Deuxième version plus pessimiste, est-ce que ça change quoi que ce soit au nombre de tech et d'arcs qu'on a dans les services pour alimenter la recherche clinique qui va demain alimenter un biocluster, qui va demain générer de la valorisation, qui va après-demain générer des startups et un jour éventuellement des licornes? La réponse est non. Pour l'instant, on a un hiatus entre l'argent qui nous arrive, notamment par France 2030, et la pénurie dans laquelle on est dans beaucoup de secteurs au sein des hôpitaux. Et donc développer une stratégie innovante en immunologie transversale, à la fois sur l'onco, l'infectieux et l'inflammation, avoir les moyens de le faire dans les services aujourd'hui. On a beau avoir obtenu 100 millions d'euros sur un biocluster, on n'a pas l'argent pour titulariser 3 arcs, 2 tech et 2 ingénieurs dont on a besoin. Et là, je pense que nos conférences peuvent faire un travail et qu'il faut le faire maintenant, au moment où va se décider les stratégies de politique de sites entre CHU, fac, université et l'ensemble de l'écosystème autour des clusters industriels, etc. Il se joue un enjeu majeur dans les mois qui viennent et qui, à mon avis, encore une fois, en termes d'argent, est d'une autre dimension que la question de nos répartitions de mairie en interne, qu'il faut qu'on fasse par ailleurs pour des raisons d'intéressement ou d'incitation, mais c'est, de mon point de vue, 2 enjeux de nature un peu différente. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'il est temps de conclure et merci à tous. Bon, je partage votre vision. Moi, je pense que on est en train tous de stabiliser notre avis là-dessus. Je crois que voilà, il faut en prendre acte. Ce que vous venez de dire, c'est vrai pour les hôpitaux, c'est vrai pour l'université aussi. On est un pays qui n'investit pas suffisamment dans la recherche, que ça soit son fonctionnement à l'université, que ça soit son fonctionnement dans les organismes de recherche, ou que ça soit son fonctionnement au niveau des CHU, en dépit des investissements et des paris qui ont été faits, comme France 2030 ou le PIA. Quand on regarde à l'international, il y a quand même une question qui se pose quand on voit la réalité du financement dans les hôpitaux. C'est dans un système de financement du soin, qu'est-ce qu'il est légitime de réinjecter ou d'injecter dans la recherche, parce que le retour sur cette recherche, c'est une amélioration de la qualité du soin, c'est une amélioration de la prise en charge des pathologies, et c'est peut-être aussi une diminution du coût de la santé. Et ça, je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir au niveau national et qui est compatible effectivement avec le 5e cerceau qui manque. Merci.